VOA Afrique. Heureux de m'installer à vos côtés pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide, dans la capitale américaine, nous vous proposons cette semaine une rétrospective des dernières élections en Afrique et un avant-goût des autres à venir avec un débat qui fait toujours rage. Le troisième mandat de la discorde continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Les yeux sont maintenant braqués sur les deux Congos et le Rwanda, des pays comme la Guinée et la Côte d'Ivoire, où le problème de mandat ne se posait pas, ont toutefois bouclé leur marathon électoral, non sans polémique. Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à la VOA. Nous sommes le jeudi 29 octobre, présidentielle et législative. C'est un calendrier électoral très chargé en Afrique entre 2015 et 2017. Les électeurs se sont déjà prononcés au Burundi, en Guinée, Tanzanie et Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara vient de rempiler pour un second mandat après une victoire haut la main dès le premier tour. Si certains scrutins sont qualifiés de crédibles, à l'image justement de la présidentielle ivoirienne, d'autres ne finissent pas de faire l'objet de contestations, comme en Guinée et au Burundi. Les prochains 2 ans s'annoncent tout aussi agités. Au Rwanda, le Parlement a donné son feu vert aujourd'hui pour un 3e mandat de Paul Kagame. Tour d'horizon des pays où la quête du pouvoir met les nerfs à vif avec Eric Manirakiza. De l'Afrique du Nord à l'Afrique centrale, le refus du statu quo énergisé par le printemps arabe a fait tache d'huile. À l'image des mouvements estudiantins qui ont remis en cause l'ordre colonial, les mêmes courants de jeunes Africains continuent à refuser les structures de domination incarnées par les présidents qui veulent s'accrocher au pouvoir. Au Sénégal, Abdoulaye Wade voulait un 3e mandat, mais ne s'attendait pas à la spontanéité des jeunes de Y'en a marre qui ont fini par lui barrer la route. Le ballet citoyen au Burkina Faso a mis fin à la dictature personnifiée par Blaise Compaoré pendant 27 ans. Je pense qu'en ce moment solennel, le président Compaoré doit faire comme le président Maurice Yamego. Il doit démissionner parce qu'aujourd'hui, ils ont entendu la voix du peuple. Dans certains pays comme le Bénin, l'on a tiré de bonnes leçons. Le président Yahi Boni a déjà annoncé qu'il ne briguerait pas un 3e mandat, un signal fort pour cimenter la transition démocratique assurée précédemment par Mathieu Kérékou. Le bon exemple de Julius Nyerere en Tanzanie est sans équivoque. Le pays vit une alternance par région et par religion, ce qui a stabilisé la paix sociale dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Le président américain Barack Obama n'a cessé de le répéter depuis Accra au Ghana jusqu'à Addis Abeba au siège de l'Union africaine. Ne vous trompez pas, l'histoire est du côté de ces braves Africains. Pas avec ceux qui font des coups d'État ou changent la Constitution pour rester au pouvoir. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Un appel qui n'a pas été entendu au Burundi où le président Pierre Nkurunziza s'est offert un 3e mandat envers et contre tout. La paix est en péril, le pays compte déjà des centaines de morts et des milliers de réfugiés. Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a presque achevé son projet de changer la Constitution via un référendum. Demain, la RD Congo, le Rwanda. Au-delà du 3e mandat, des revendications fortes s'expriment en Afrique. Le respect des principes démocratiques, la lutte contre le chômage et le respect des droits civiques et politiques. Excellent résumé, Eric Manirakiza, merci. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités. Avec moi sur ce plateau, Telama Hervé Miabe, coordonnateur des Assises nationales du Congo-Brazzaville aux États-Unis. Il est professeur de mathématiques à Howard University. Également, dans le studio 52, l'analyste politique et écrivain ivoirien Gervais Nyaka Lagoké, professeur d'histoire africaine à Montgomery College. Et via Skype d'Abidjan, l'envoyé spécial de VOA Afrique, Tatiana Mosso.
Tatiana, je commence par vous parce que ce jeudi, vous vous êtes entretenu avec le président réélu de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Effectivement, le président ivoirien qui vient d'être réélu, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre résumé, avec un score largement dominant sur ses adversaires, a accepté de faire le bilan, notamment le bilan des défis qui l'attendent dans ce nouveau mandat, la Constitution, la réconciliation, l'économie pour tous. Je vous propose d'écouter un extrait de cette interview. Mais d'abord, nous avions du travail. Une constitution se modifie par référendum. Vous savez, il fallait laisser la situation s'apaiser. Cette constitution a été conçue en une période de crise. Après un coup d'État militaire, elle a été manipulée par un groupe de gens qui ont utilisé les militaires pour faire toutes ces exclusions. Par conséquent, je voulais laisser la situation s'apaiser, d'autant plus que nous avions les décisions de Marcoussis qui ont quand même été adoptées par le Conseil de sécurité. Donc en réalité, il n'y avait pas de problème en matière d'application des critères d'éligibilité tels que nous les appliquerons après la modification de la Constitution. Mais je vais aller au-delà de la nationalité et de l'éligibilité en proposant une nouvelle Constitution pour une troisième République avec une plus grande cohérence, une Constitution plus moderne, plus adaptée à notre temps, et également au futur de ce que nous voyons comme importance pour le futur de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous sentez que la Côte d'Ivoire est prête à entrer dans une troisième République? Ah oui, tout à fait, parce que cette élection en est la preuve. J'ai indiqué à mes concitoyens que je veux un Ivoirien nouveau. Cela veut dire un Ivoirien qui respecte l'état de droit, qui est d'accord pour l'égalité des citoyens, qui veut que le travail, le mérite, la compétence soient reconnus, et ainsi de suite. C'est le bon moment de commencer à travailler sur cette nouvelle constitution. Alors c'est une interview que vous pourrez retrouver dans son intégralité sur le site de VOA Afrique. Merci bien, Tatiana. Ouattara cherchait donc à être réélu dès le premier tour. Paris réussi. Idem en Guinée pour le président sortant Alpha Condé. En Guinée toutefois, où un recours a été déposé devant la Cour constitutionnelle par 3 des 8 candidats. La décision est attendue le 2 novembre. Hervé Miabé, que signifie pour la démocratie une élection ou une réélection au premier tour? D'abord, premièrement, je voudrais vous remercier de m'avoir donné la parole aujourd'hui et d'être ici dans ce studio avec mon frère Nyakala Goké. Je veux simplement dire que si c'est une élection qui est libre et transparente, si c'est vraiment la voix du peuple qui est exprimée, le peuple est allé sur place pour voter, et clairement, c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est un référendum qui, en fait, dit clairement que le peuple est d'accord avec ce que le président en place et la politique du gouvernement en place qui est effectuée. Et donc le peuple, en ce moment-là, sanctionne le président de la République en lui disant que nous sommes d'accord, nous avons approuvé ce que vous avez fait, et c'est comme ça qu'on peut assumer qu'un président est élu au premier tour. Alors, il faut dire en tout cas victoire très confortable, n'est-ce pas, pour l'Ivoirien Ouattara, on vient de le voir, qui a donc obtenu plus des 3/4 des suffrages exprimés. Même si le taux de participation à un moment a fait polémique, le chef de l'État a-t-il une grande marge de manœuvre pour gouverner sur les prochains 5 ans et relever les défis tels que la réconciliation nationale, la lutte contre le chômage des jeunes et le partage de la manne économique? Nyakala Goké? Merci pour l'opportunité. Je pense que, bien sûr que le président a une grande marge de manœuvre. Il est installé au pouvoir depuis 2011 avec le soutien de la communauté internationale. La BAD qui s'était délocalisée est revenue. La Côte d'Ivoire a été éligible pour qu'une bonne partie de sa dette soit supprimée. Ça, c'était pendant le premier mandat de M. Ouattara. Même si aujourd'hui la Côte d'Ivoire s'est réendettée. Et donc c'est pour dire qu'il avait le soutien de la communauté internationale. Mais le problème, comme aujourd'hui les États-Unis et la France le félicitent, tout le monde lui dit qu'il y a un chantier sur lequel il faut travailler, sur lequel M. Ouattara n'a pas suffisamment travaillé, c'est la réconciliation nationale dans la mesure où, contrairement à ce qu'il veut faire croire aux gens, aujourd'hui c'est un camp qui est poursuivi dans le pays. Et la réconciliation est en panne parce que M. Ouattara veut se venger de ceux qui, hier, lui ont fait subir un certain nombre de choses. Donc, et je pense que
s'il continue dans cette logique, il va avoir les 5 plus longues années de sa vie, parce que ça m'étonnerait que les choses continuent de cette façon, parce que tôt ou tard, les gens vont arriver à s'exprimer et ne seront pas d'accord avec son approche de la réconciliation. N'empêche, 83%, plus de 83% des voix, c'est quand même véritable plébiscite à travers le pays. Alors, contrairement à la crise post-électorale de 2011, il n'y a pas eu de violence avant, pendant et après le vote. Vous l'avez dit, la communauté internationale, dont les États-Unis, s'en est réjouie. Des observateurs évoquent son bilan socio-économique comparé avec celui de son prédécesseur, Laurent Gbagbo, aujourd'hui emprisonné à La Haye. Nous avons vu des élections contestées en Guinée et au Burundi, mais pas en Côte d'Ivoire. C'est un président qui rempile quand même en toute légitimité. Non, c'est-à-dire que si on rentre dans ce discours, on risque de se tromper. De quoi s'agit-il en Côte d'Ivoire? Il y a eu un conflit qui a opposé 2 camps. Et il y a eu la guerre qui est arrivée en Côte d'Ivoire, soutenue, financée, entretenue par M. Alassane Dramane Ouattara. Que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, en Côte d'Ivoire, il y a 2 camps. Et il y a un groupe de personnes qui voient M. Ouattara comme un chef de guerre qui est arrivé au pouvoir. Laurent Gbagbo est effectivement à La Haye. Gbagbo est perçu comme un sujet transindividuel. Ça veut dire que tous ceux qui se retrouvent en Gbagbo Laurent ne sont pas associés au processus démocratique en Côte d'Ivoire. 2e point. 3e point, c'est vrai que M. Ouattara a fait de bonnes infrastructures. Le 3e pont, il y a quelques routes qui ont été construites, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas oublier aussi que tenir un pays pendant 10 ans, d'un pays en guerre, et que l'État a été préservé, et que les salaires ont été payés, ça aussi c'est un avantage. Enfin, si tu veux, c'est un atout pour Gbagbo, mais je laisse l'opportunité de Gbagbo de le défendre. Mais ce sur quoi je vais terminer, la chose suivante, la chose sur ce que je vais terminer, c'est que M. Ouattara n'a pas forcément été élu à cause de ses réalisations économiques, mais parce qu'à un moment donné, il a affaibli l'opposition et qu'il n'y avait pas de candidat sérieux en face de lui. Enfin, peut-être que l'opposition elle-même était dispersée. Hein, on l'a vu déjà au FPI, hein, et qui n'a pas été le candidat du FPI. Je peux répondre à cela? Mais non, attendez. Je peux répondre? Alors, il faut dire que Ouattara, il a par ailleurs déclaré qu'il ne changerait pas la limite des 2 mandats inscrits dans la Constitution ivoirienne. Alors, Hervé Miyabé, quand vous voyez ce qui s'est passé ou qui risque de se passer dans d'autres pays, un tel engagement, s'il est tenu, bien évidemment, est plutôt louable, n'est-ce pas? Oui, c'est certainement louable. Mais il faut encore que ces hommes d'État, que les présidents que nous avons actuellement, respectent ce qu'ils disent. Moi, en ce qui me concerne, quand j'analyse la situation de l'Afrique de manière générale, je me rappelle d'un président français, Jacques Chirac, qui disait que les Africains ne sont pas prêts pour la démocratie. Et quand je regarde l'Afrique aujourd'hui, je vois une démocratie au Ghana, je vois une démocratie au Nigeria. En fait, je vois une démocratie qui se développe dans la majorité des pays qui sont anglophones. Et dans les pays francophones, ce qu'on observe, c'est encore des abus qui fonctionnent. Et les abus, on les a vus au Congo-Brazzaville. Encore, le président Chirac dit que dans le porte-monnaie de la France, l'argent qui se tient dans le porte-monnaie de la France, et en fait, c'est de l'argent qu'ils ont pillé de l'Afrique. Donc aujourd'hui, nous avons des hommes qui sont au pouvoir, qui sont placés comme des pions, comme des marionnettes par la France. Donc moi, en ce qui me concerne, l'un des grands problèmes des démocraties, de manque de démocratie en Afrique, particulièrement en Afrique francophone, c'est la France. Le président Hollande, comme vous le savez, est venu à Dakar il y a 2 ans, où il nous a fait un cours magistral sur la démocratie, et il a fait des affirmations. Et aujourd'hui, en France, il y a 2 semaines, M. Hollande est revenu sur ce qu'il a dit. Oui, donc il est responsable aujourd'hui. En ce qui concerne notre pays, quand même, il faut faire l'avocat du diable. C'est vrai qu'à un certain moment, la France avait pris une certaine position, mais est revenue sur cela après le référendum. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, nous allons revenir sur cette question du 3e mandat dans un instant. Également au programme, les commentaires Facebook. N'allez nulle part ailleurs, s'il vous plaît. Washington Forum revient après une petite pause. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif,
aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Jacques Aristide de retour avec vous. Gros plan dans ce Washington Forum sur les récentes élections et celles à venir en Afrique. D'emblée, la parole à nos Facebookers. John Well de Kinshasa. Ceux qui induisent en erreur certains présidents en termes de leur mandat sont leur entourage. Ils privilégient leurs intérêts. C'est le cas en République démocratique du Congo. Aboubacar Sidik Samaké de Sinfra, Côte d'Ivoire. Sur la question du troisième mandat, les vrais pions de la France-Afrique sont très peu nombreux aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que Wefwe Boigny et Omar Bongo sont morts. Amin Abdi de Djibouti, nous sommes des nations en otage comme la République de Djibouti. Zakaria Romba de Ouagadougou, Burkina Faso, il faut que ces mauvais dirigeants arrêtent de tripatouiller les constitutions. Et voilà, nous retrouvons nos invités, l'analyste politique et écrivain ivoirien Gervais Niaka Lagoké, Telama Hervé Miabé, coordonnateur des Assises nationales du Congo-Brazzaville aux États-Unis, et en direct d'Abidjan, l'envoyé spécial de VOA Afrique, Tatiana Mosso. Et voilà, vous l'avez entendu, et nous l'évoquions également déjà dans notre émission la semaine dernière, le président ivoirien a promis de modifier la Constitution pour supprimer la clause sur l'ivoirité des candidats. Une clause qui stipule qu'un candidat à la présidentielle doit prouver que ses deux parents sont des Ivoiriens nés sur le territoire ivoirien. Clause devenue dans les années 2000 le symbole de l'exclusion des habitants du Nord qui ont souvent une partie de leur famille au Burkina Faso et au Mali. Tatiana, quelles sont les réactions sur place ? Alors écoutez, les Ivoiriens que nous avons rencontrés, du moins ici à Abidjan, sont plutôt frileux quant à la réforme de cette constitution. Beaucoup nous ont dit qu'il ne faut pas toucher au point sensible. Le point sensible, vous l'avez dit, c'est cette exclusion qu'il y a eu pendant les différentes élections présidentielles. Mais il y a aussi autre chose, et là ce sont les plus jeunes qui se posent la question, c'est de savoir si cette réforme de la constitution ne va pas servir à Alassane Ouattara pour essayer de briguer un troisième mandat. Le président assure que non, mais je vous laisse écouter quand même ces réactions que nous avons pris à Abidjan aujourd'hui. Qui dit réforme de la Constitution pense question de l'article 35, autrement dit celui qui exclut des candidats dont les deux parents ne sont pas ivoiriens. Dans ce sens, Alassane Ouattara, lui-même ayant été victime de cet article, prévoit un référendum qui, selon lui, devrait permettre d'enlever tous les germes des conflits en Côte d'Ivoire. Ainsi, ce projet serait soumis aux Ivoiriens d'ici un an. En ligne de mire, mettre le pays sur les rails de la Troisième République. Mais la Côte d'Ivoire est-elle prête à faire cette mutation ? On n'a rien contre, surtout le test portant sur l'ivoirité. On n'a rien contre les étrangers. Mais je pense que dans un pays, les natifs ont le droit quand même de préserver leur pays. Je n'ai rien contre les étrangers, mais je pense que l'article portant sur le code électoral, surtout qui dit que le candidat doit être de père et de mère ivoirien, je pense que chaque pays a son identité. Ça, c'est notre identité. Nous devons conserver ça et on ne doit pas toucher ça. Si c'est une réforme qui va profiter au peuple ivoirien, on est d'accord pour ça. Mais si ça ne va pas profiter à l'Ivoirien, là, c'est zéro. Parce que le président même, il est là pour nous, le peuple. Le problème d'ivoirité, on peut en toucher parce qu'il y a certains, on peut se trouver aussi dans le cas, le problème d'ivoirité, on peut en toucher, mais concernant la durée de mandat, l'âge limite, voilà, je crois que ce sont des points auxquels on ne doit pas toucher, il faut les laisser comme ça. Autre point de cette réforme, l'éventuelle création d'un poste de vice-président à l'image du voisin ghanéen ou encore du Nigeria. Enfin, et totalement inédit, les critères et les restrictions d'âge sur les candidats à la présidentielle qui pourraient être assouplis. Aujourd'hui fixés entre 40 et 75 ans, cela pourrait passer à 30 ou 35 ans pour les prétendants à la présidence. Reste à savoir si ce projet de réforme permettra de réconcilier les Ivoiriens encore traumatisés par des années de crise. Merci bien Tatiana. Et Tatiana, je rappelle que nous pouvons retrouver vos éléments sur le net, la radio et évidemment la télé. Merci Jacques.
Merci bien. Voilà, braquons les projecteurs maintenant sur le Congo-Brazzaville, où d'après le gouvernement, le oui l'a emporté à près de 93% à l'issue d'un référendum constitutionnel, ce qui devrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de briquer un troisième mandat en juillet l'année prochaine. Nyaka Lagoke, à quoi faut-il s'attendre maintenant après ce référendum controversé? À Brazzaville? Oui. Je pense que là, je ne parlerai pas en tant qu'analyste, mais je parlerai en tant qu'un citoyen africain qui veut une Afrique meilleure. Je pense que c'est aux Congolais de s'organiser pour mettre fin à l'imposture de Sassou Nguesso. Parce que même si Sassou Nguesso était si apprécié, je pense qu'après 30 années au pouvoir, il est temps de trouver au moins au Congo un individu qui pourrait assurer la succession de Sassou Nguesso. Je ne suis pas d'accord avec les présidents qui changent les constitutions pour se tenir au pouvoir de façon éternelle. Alors que ce soit au Burundi, au Rwanda, Congo-Brazzaville, à Kinshasa, ou même au Zimbabwe, où on ne parle pas encore de changement de constitution, mais où Mugabe est là, après plus de 30 ans au pouvoir, alors que tout le monde sait que Mugabe a 91 ans ou 92 ans. Hervé, le Congo-Brazzaville, c'est votre pays. Le référendum est fait et ne peut être défait. Vous, les Congolais, que comptez-vous faire maintenant? Faut-il rapidement engager un dialogue politique pour éviter la crise qui peut-être se profile à l'horizon? Ce que nous ne voulons pas, évidemment. D'abord, je voudrais m'incliner à toutes ces victimes qui ont été abattues par le gouvernement en place. Le gouvernement a parlé de 4 morts, mais en fait, il y a plus d'une trentaine de personnes qui sont mortes dans ces abus. Ce référendum, malheureusement, nous ne pouvons pas confirmer indépendamment. Certainement, vous ne pouvez pas le confirmer, oui. Mais nous savons, nous qui avons des hommes qui sont sur place, nous savons qu'il y a eu plus de 30 personnes qui sont mortes. Nous disons simplement que ce référendum est une mascarade. D'ailleurs, il n'y aurait pas dû avoir le référendum parce que le champ référendaire de la Constitution du 20 janvier 2002 est clair. Le président a le droit de consulter, de soumettre au référendum tout projet de loi tendant à l'organisation des pouvoirs publics, tout projet de loi tendant aux garanties des droits et des libertés fondamentaux, tout projet de loi tendant à l'action économique et sociale et tout projet de loi ayant à ratifier un traité. Voilà le champ référendaire de la Constitution du janvier 2002. M. Sassou Nguesso soumet un référendum aujourd'hui qui est en fait anticonstitutionnel. Et le grand problème, les Congolais sont sortis, ils se sont organisés et ils ont dit non à cette Constitution. Ils ont dit non. Mais M. Sassou Nguesso, ce qu'il a fait, par l'appui de la France, avec l'aide de M. Hollande, qui s'est contredit, M. Sassou Nguesso a entouré non seulement les dirigeants et aussi les quartiers, des différents quartiers où les gens pouvaient se manifester. Donc c'est clairement une violation des droits des Congolais. Encore une fois, je dois faire l'avocat du diable. En fait, hier, j'ai vu une déclaration différente du président français François Hollande. Donc, évidemment, nous ne sommes pas là pour faire des accusations gratuites. Monsieur Aristide, oui. C'est en fait déjà trop tard. Ce que monsieur Hollande doit se rattraper. Il est vraiment pour la démocratie en Afrique et au Congo, comme il a déclaré à Dakar. C'est le moment de demander à M. Sassou Nguesso qu'on libère Parfait Kolela, qui est encore entouré. Dans une nouvelle déclaration, il a mis en doute la crédibilité, évidemment, de ce référendum. Mais voilà, c'est un sujet, en tout cas, qui fait également débat en République démocratique du Congo voisine, en vue de la présidentielle prévue en novembre 2016. Le président Joseph Kabila n'a jusqu'ici pas démenti formellement vouloir briguer un troisième mandat, alors que l'article 220 de la Constitution l'en empêche. D'après l'histoire et la situation politique de ce pays, faut-il craindre une éventuelle réforme constitutionnelle en RDC, Nyaka Lagoke? Non, il a déjà montré les signes qu'il voulait faire la réforme constitutionnelle. Ce sont les pressions qui sont venues d'ailleurs, je crois des États-Unis, de certains membres de la communauté internationale et la pression sociale à l'intérieur de la République démocratique du Congo qui, pour l'instant, a freiné Kabila et on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais je pense que dès qu'il aura l'occasion et qu'il pense qu'il aura rallié suffisamment d'alliés sur le plan international, je pense qu'il va essayer de procéder au même changement de constitution. Mais là également, il n'a rien dit jusqu'à maintenant. Bien sûr qu'il n'a rien dit, mais... Ce sont des rumeurs. Non, on ne peut pas dire que c'est des rumeurs. Il y a eu des actions qu'il a posées. Il y a eu des actions qu'il a posées depuis... Et puis il faut voir aussi le problème de l'Afrique.
pas comme par pays. C'est un problème global. Aujourd'hui, ce que M. Sassou Nguesso a réussi au Congo-Brazzaville, ça a certainement influencé M. Kagame à prendre sa décision. Ce que M. Kouroukondi a réussi et est en train de pousser au Burundi, ça a influencé M. Sassou Nguesso. Mais justement, j'allais vous demander, que dire du Rwanda, où les députés, je le disais, ont adopté à l'unanimité ce jeudi même le projet de réforme de la Constitution qui permettrait à Paul Kagame de se représenter en 2017. Le Parlement qui affirme avoir reçu des pétitions de la part de millions de Rwandais favorables à une telle réforme. Donc, cela veut dire que les Rwandais veulent qu'il continue. Non, je pense que là, ça a été un manque de vision de M. Kagame, qui est certainement une personne qui crée une controverse. Mais moi, M. Kagame, quand même, ici, aurait dû prendre une vision. La vision, c'est celle de respecter sa constitution, parce que c'est comme ça qu'on peut asseoir les institutions. Aujourd'hui, si M. Kagame avait respecté la constitution comme ça a été fait, ça aurait été difficile pour la personne qui vient après de faire autrement. Donc c'est cette continuité de respecter la constitution donc par des hommes avec une vision. Et ça a manqué aujourd'hui au président Kagame. Et ce qui encore encourage sur toute la sous-région, des présidents de la sous-région de faire la même chose. Mais moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est la vision de M. Obama qui a parlé à plusieurs reprises et la vision de M. Hollande aussi qui a dit qu'il fallait qu'on respecte les constitutions en Afrique. Que font-ils maintenant par rapport au non-respect de ces constitutions? Parce que c'est bien beau de parler. Nous savons que ces hommes, dans la majorité des cas, sont des dictateurs et que les populations n'ont pas la possibilité, même quand elles sortent, elles peuvent être en fait détruites. Elles peuvent être tuées aux yeux de la communauté internationale. Aujourd'hui, que va me dire M. Obama? Je dis à M. Obama, respectez ce que vous avez dit publiquement. En tout cas, Washington, c'était clair. Je suis là pour faire l'avocat du diable, quelque part. Alors, Washington, vous rappelez de la visite de John Kerry en République démocratique du Congo. Avant même son départ, il avait dit que les États-Unis veulent que ces pays, comme la RDC, respectent la Constitution. Mais alors, très rapidement, le temps passe très vite. Un mot sur les élections qui vont venir, les élections législatives et présidentielles le 13 décembre en République centrafricaine. On a connu la date aujourd'hui. Après le coup d'État et la chute de François Bozizé, est-il temps pour les dirigeants centrafricains de sortir leur pays de la crise, du chaos, Niaka? Je pense que c'est le 13 décembre. Le 13 décembre? Alors oui, le 13 décembre. Okay. Oui. Bon, je crois que c'était l'année prochaine, mais si c'est maintenant, je pense que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait une élection. Je ne sais même pas s'ils ont travaillé sur un fichier électoral. Je pense que c'est des élections un peu précipitées. C'est ce que je pourrais dire. Faut-il également parler des commissions électorales? Il y a toujours ce débat sur l'indépendance même des commissions électorales. Et d'ailleurs, on a entendu tout à l'heure Barack Obama qui parlait d'institutions fortes. Est-ce une institution justement à solidifier en Afrique? Très rapidement. Rapidement, en une phrase. Les commissions électorales, généralement, sont à l'image de la santé démocratique d'une nation. Donc, pour résumer. Je veux soutenir ce que mon ami Niaka dit. Vous avez dans un pays comme le Congo-Brazzaville, le législatif, c'est M. Sassou Nguesso, le judiciaire, c'est M. Sassou Nguesso, et l'exécutif, c'est M. Sassou Nguesso. Il a tous les pouvoirs. Alors, comment vous allez mettre en place une commission électorale indépendante? Donc, c'est ça encore notre problème. Le problème, c'est que nous avons des hommes qui n'ont pas de vision et qui, malheureusement, sont soutenus par des grandes puissances comme la France. Et donc, les populations africaines sont aujourd'hui maintenues en otage. Et c'est ça qu'il faut... En deux mots. Très rapidement, oui. Et je vais changer de sujet. Très rapidement. Oui. Sur le taux de participation en Côte d'Ivoire et sur le fameux plébiscite de M. Alassane Dramane Ouattara, 6 millions d'électeurs, 52% de participation. J'ai l'impression qu'il nous faudra faire encore une nouvelle émission là-dessus, Niaka Lagoké. C'est pour dire que contrairement au plébiscite, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait polémique à un moment. Malheureusement, je dois rendre l'antenne. Merci à nos invités. Télama Hervé Miabé, coordonnateur des Assises nationales du Congo-Brazzaville. Aux États-Unis, l'analyste politique et écrivain ivoirien Hervé Niaka Lagoké et Tatiana Mosso, envoyé spécial de VOA Afrique à Abidjan. Un petit clin d'œil à nos confrères de Walf TV, la nouvelle télé partenaire de VOA Afrique au Sénégal. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de Washington Forum. Merci de nous avoir accueillis. À très bientôt.